Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Thiès Plus TV. Je suis Mamdiara Fall, votre envoyé spécial au cœur de l'effervescence du 8e Salon international du livre. Et cette année, le salon nous invite à une réflexion exceptionnelle avec son thème « Écrire en langue nationale entre souveraineté et universalité ». Un sujet passionnant qui promet des échanges riches et des découvertes inspirantes. Et nous sommes là pour vous faire vivre chaque instant de cette célébration littéraire. Et aujourd'hui, le samedi 25 avril, le programme est important, avec une idée, parole d'auteur, qui mettront à lumière sur des plumes exceptionnelles. De ce fait, nous allons maintenant à la rencontre de ces écrivains, de leurs œuvres et des idées qui animent ce salon. Restez connectés sur la page Thiès Plus TV pour ne rien manquer de cette journée exceptionnelle. C'est maintenant avec mon cadreur, Manick Babou. Est-ce que votre travail en tant qu'écrivain s'oriente vers justement cela, ou est-ce qu'il y a des perspectives de vous ouvrir vers les langues nationales? Je vais donner la parole d'abord à Idriss, comme celui qui est notre hôte, et on va lui permettre de parler d'abord avant de redonner la parole. Les messagers ont prophétisé la religion. Les écrivains prophétisent les silences et moi, je n'ai pas ma place ici. Mesdames et messieurs, la langue locale est un trésor que nous avons le devoir à tous de préserver, d'orienter les générations en génération. Parce que moi, je fais partie d'une génération qui a appris à survivre avant d'apprendre à vivre. Mais j'ai compris une chose, rêver. Parce que rêver, c'est beau. Mais accomplir son rêve est encore plus beau. Donc un jour, j'ai rêvé d'être poète pour hurler à l'humanité. J'ai rêvé d'être écrivain pour exister. Mais je n'ai pas ma place ici. En 2019, j'ai sorti mon premier recueil de poésie en langue nationale qui s'appelle Le Shikomori, intitulé Danzi, publié aux éditions Selacante en France. En 2021, j'ai publié mon deuxième recueil de poésie intitulé Âme innocente aux éditions Plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon recueil intitulé Ombre de l'innocence, publié au Sénégal à l'édition Fadier. Avant que l'humanité m'interroge, je vais répondre à la question pourquoi j'écris. Tout simplement parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mesdames et messieurs, bonjour. Je l'ai souligné au début que la langue ou bien les langues est un trésor que nous avons le devoir à tous de préserver. L'habit que je portais, c'est un bonnet de Comores fait à la main. Je portais aussi un habit sénégalais pour vous montrer que aujourd'hui, si nous défendons la culture, on doit aussi porter la culture dans nos corps, dans nos monts et partout où on va. Vous me connaissez comme étant Idriss, mais en étant poète, en étant slameur, en étant écrivain, en étant le seul Comorien qui est ici, je présente le drapeau
des Comores. Donc, c'est déjà une langue. Les Comores se situent entre le canal de Mozambique, entre Madagascar et les autres îles. J'ai pris l'initiative d'écrire en premier temps en langue locale. Ce n'était pas le fruit du hasard, parce que je l'ai mentionné au début, que j'avais un rêve. Un rêve d'être poète pour hurler à l'humanité. Un rêve d'être écrivain pour exister. Si nous voulons exister aujourd'hui, nous devons avoir de bonnes bases. La base, c'est de savoir là où tu es né et là où tu vas. C'est ça le commencement. Donc j'ai sorti en 2019 mon premier recueil de poésie intitulé Dandy, qui signifie cri. Un recueil composé d'à peu près 75 textes écrits en langue locale. Parce que vous savez, les Comores est une petite archipel de 4 îles, à savoir Ngazidja, Moheli, Anjouan et Mayotte, qui est actuellement sous les mains de la France. Mais il y a un terme comorien qui disait « Une maison ne peut pas se faire sans les 4 murs ». Donc les Comores, c'est des 4 murs. Même si la France nous a appris Mayotte, mais Mayotte restera à jamais comorienne. J'ai compris que nous sommes les messagers de notre langue, de nos traditions, et on doit les valoriser partout où on y sommes. Aux Comores, on parle l'arabe, on parle le français, mais malheureusement, dans les institutions, on n'enseigne pas le shikomori, qui est notre langue locale. Aujourd'hui, si nous lisons Victor Hugo, si nous lisons Molière, si nous lisons tel et tel auteur, c'est parce que les Français ont mené un combat pour valoriser leur langue, pour implanter partout leur langue, leur tradition. Aujourd'hui, si nous voyons partout dans le monde, il y a des instituts Confucius, ils enseignent le chinois. J'ai un ami qui a soutenu récemment sa thèse à l'université Cheikh Anta Diop en Wolof. Pourquoi pas demain soutenir sur le thème qui concerne le shikomori, ma langue locale, pourquoi pas d'autres langues. Donc c'est nous, les Africains, qu'on devrait porter ce fardeau dans nos épaules pour propulser notre langue, ou bien nos langues, nos traditions partout dans le monde. Plusieurs pays africains étaient colonisés par la France. Si aujourd'hui, partout où on se retrouve, on parle le français, même si on réclame notre indépendance partout, nos langues demeurent toujours dans la colonisation. Chers publics, chers tous, nos langues, ce sont les trésors que nos anciens nous ont légués. On doit les porter dans nos cœurs, on doit les propulser partout, et on doit savoir que, avant d'être citoyen comorien, avant d'être citoyen sénégalais, nous avons une langue locale. Nous avons des langues locales, et on doit les propulser partout. Je veux intervenir en shikomori, vu que nous sommes sur le thème de la langue. Mahamin jiauru marien shihamashaka, riulo wa rirumanai nemtovuka. Hawaye mirere nemitode noeti jahalaka, hawaye nti no wananti hunu hashiampaka. C'est un peu de la poésie comorienne, vous voyez. C'est une belle langue.
il y a les rimes comme le français, il y a le style et le rythme comme les autres langues. Donc, si aujourd'hui, je porte le drapeau des Comores, j'essaie d'imposer ma langue partout où je me retrouve et d'autres personnes imposent leur langue partout où elles se trouvent. Les étrangers ou bien les touristes qui viennent vers nous, ils seront dans l'obligation de parler nos langues. Je vous remercie. Là où il est, il porte un bonnet comorien, mais il a un habit sénégalais, pour montrer combien il est cosmopolite finalement. Et il nous a fait une présentation des Comores. Moi, je connais de l'archipel Comore que l'île Mayotte, là où on a filmé La fille à la peau de lune, un film que j'ai regardé durant mon enfance et que j'ai vraiment aimé. Il dit que c'est le français qui est enseigné, mais les langues locales, la langue locale n'est pas enseignée. Et ça devrait être, puisque ces langues, ce sont d'abord nos trésors, c'est là où nous pouvons nous exprimer, où nous pouvons révéler notre identité profonde. Merci pour cette brillante intervention. Nous accueillons Ndongo Mbaye. Et je voudrais aussi que les gens saluent quelqu'un de formidable qui est avec nous, M. Diouf, qui est un malvoyant, mais qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est là. Merci d'être là, merci d'être venu. Merci, M. Diouf, merci. Merci. Nous accueillons aussi M. Khalifa Touré, qui est le président du comité scientifique. Merci, merci bien. Alors, Lamine Sanokho, pourquoi écrivez-vous? C'est juste cette petite question que je vous pose. Bon, pourquoi j'écris? Peut-être aujourd'hui, je peux répondre à la question, mais au début, je ne pouvais pas savoir pourquoi j'écris. Parce que, vous savez, chaque auteur vient au continent des lettres, bon, selon, bon, disons, son destin. Par exemple, bon, il y a des auteurs qui sont de grands universitaires. Il y a des auteurs, bon, je ne sais pas, bon, qui sont des professeurs de lettres ou en tout cas bon, qui ont eu une formation, qui ont contribué à faire d'eux des écrivains. Moi, tel n'est pas mon cas. Je suis un enfant de la Dara. Bon, disons que j'ai eu les études bon, primaires brisées en classe de 4e secondaire. Donc, en principe, bon, rien ne me prédestinait à l'écriture. Et là, pour répondre à votre première question, par rapport au thème du CILT, du salon, par rapport aux langues nationales, moi je dis que, en tout cas, bon, n'ayant pas été un universitaire, bon, je ne me fais aucun complexe par rapport à la langue française dont je me suis bon, réapproprié, non pas comme une langue du colon, mais une langue que j'ai appris à faire mienne. Parce que, en dehors des textes coraniques du bon Dara, je ne voyais aucun support bon, didactique en Wolof, ni en Pulaar, ni en Manding, ni en Saraxolé. Donc, bon, disons que les seuls bouquins qui étaient à ma disposition étaient des livres écrits en français. Donc, au nom de quoi? Bon, l'autodidacte que je suis, bon, qui n'a pas eu le privilège d'apprendre en Wolof, en Pulaar ou bien dans une autre de nos langues, alors au nom de quoi aujourd'hui me permettrais-je de jeter l'anathème sur cette bon, langue qui a fait de moi ce que je suis devenu? Et j'en profite pour rendre hommage au foyer Marie-La Salette de Tambacounda. Bon, j'étais très jeune quand je quittais le Dara avec mes autres bons compagnons talibés. Je fus attiré par cette grande bibliothèque catholique. Hein. Et une fois que j'ai été à l'intérieur, j'ai été impressionné par tous ces rayons, en tout cas, bon, dont les livres n'étaient pas écrits, disons, dans nos langues nationales. Donc, j'ai appris à lire très tôt, et c'est cette bon, langue française que jusqu'à présent je trouve bon, merveilleuse,
qui m'a donné les rudiments des petites connaissances, en tout cas des connaissances dont j'ai besoin. Donc, il n'y a pas d'écriture sans lecture. Ça, il faut le dire dès le départ. Tous ceux qui sont devenus écrivains, ont d'abord été de grands lecteurs. À force de lire, peut-être qu'il y a une sensibilité littéraire qui en découle et qui petit à petit vous pousse à imiter les bons auteurs que vous avez lus. Et là, je rends hommage aux classiques, à Hugo, à Balzac, comment il s'appelle, Flaubert, Stendhal, et même d'autres littératures non françaises. Je pense à Dostoïevski, à Léon Tolstoï, je pense à Maxime Gorky. Donc, avant de pactiser avec les auteurs africains, voilà les auteurs qui m'ont appris à écrire. À véritablement parler, ce ne sont pas les Africains qui m'ont appris à écrire. Ce sont les auteurs qui proviennent d'autres continents, d'autres civilisations, qui m'ont appris à écrire. Et c'est par la suite que j'ai appris à découvrir, les auteurs africains, tous ceux qui ont été à l'ère post-indépendance, les Mongo Betty, Sembène Ousmane, Ampateba, etc. Mais je dois beaucoup à la littérature classique française et je dois beaucoup à la littérature classique russe, hispanique, et j'en passe. Donc, c'est pour dire que j'ai lu tous ces auteurs classiques européens avant de découvrir les auteurs de mon continent. Cela dit, écrire en français ne veut pas dire s'expatrier de ses valeurs. Parce que ce que nous écrivons, en fait, ce sont nos propres réalités. Je pense qu'en tant que Sénégalais, je ne peux pas écrire des choses qui concernent la Chine ou bien le Japon. Je ne suis que le porte-parole de mon terroir. Et cela dit, je m'en vais vous faire la présentation de ma dernière publication intitulée « Le garçon et son âne ». Le garçon et son âne n'est que la continuité des romans qui l'ont précédé. Les Trous de l'espoir, édition Khamal en 2004. L'amant surnaturel paru aux éditions Téché en 2022. L'ombre et la proie apparaître bientôt aux éditions Fama de mon ami Moustapha Ndéné-Ndiaye. C'est pour dire que l'auteur n'a jamais cessé d'interroger à travers ses textes la pollution des valeurs au Sénégal. Nous vivons dans une époque où l'attention des masses est captée par le divertissement. Désormais, règnent en maître les grandes affiches de lutte et les combats médiatisés qui mettent les foules en transe. Cela rappelle étrangement les jeux du Colisée, où le peuple romain oubliait ses problèmes en regardant des gladiateurs s'entretuer dans l'arène. Aujourd'hui au Sénégal, la lutte n'est plus seulement une tradition, elle est devenue une industrie du spectacle. Dès lors, les thèmes de mes romans interpellent le lecteur et lui posent une brûlante question. Sommes-nous en train de perdre la faculté de réfléchir pour simplement consommer les produits d'une industrie récréative? Le garçon et son âne est la poursuite des narratifs assujettis à cette crise des valeurs. Avouons-le, le problème n'est pas la modernité, parce que la modernité n'est pas un mal en soi. Les échanges culturels peuvent enrichir une société. Le problème, c'est une modernité sans conscience, car nous consommons sans comprendre, nous imitons sans réfléchir, nous avançons sans savoir d'où l'on vient. Un peuple qui oublie ses racines devient fragile. Un peuple qui oublie ses racines devient fragile, manipulable et sans direction. Dans Le garçon et son âne,
L'auteur ne décrit pas seulement une crise des valeurs abstraites, il montre aussi une réalité beaucoup plus brutale, la montée du banditisme urbain. Le roman donne à voir un espace social où l'insécurité devient quotidienne, la violence récurrente et les jeunes désœuvrés qui basculent facilement dans la délinquance. Tout cela n'est pas le fait du hasard. C'est le signe d'une société en pleine mutation, où les repères traditionnels se sont effondrés, sans être remplacés par des structures solides. Les protagonistes du roman, notamment le garçon, évoluent dans un environnement où le chômage et la précarité font rage. Les modèles de réussite sont faussés et l'argent facile devient une tentation permanente. Cependant, comme l'incarne Tamsir, un des personnages introactifs du roman, ce banditisme apparaît non pas comme une dérive, mais comme une réponse dévoyée à un système défaillant. L'auteur y décrit cette violence qui n'est pas gratuite, mais qui est plutôt le résultat d'un désespoir social profond. Voilà de manière amassée les épiphénomènes que raconte ce roman. Merci pour votre attention. Merci Sanoko de nous avoir permis de mieux te connaître et de nous avoir permis de pénétrer un peu ton... Mais on sait ce que l'âne représente chez nous aussi. Parce que l'âne et le cheval sont presque à un moment donné des piliers de notre économie. Vraiment, on s'appuie beaucoup sur ces deux animaux pour faire beaucoup de nos activités. Il a dit qu'il est enfant du Dara. Et quelque part, il est un peu autodidacte. Mais il n'empêche, il est parti d'abord puiser dans les œuvres de la Russie, les Gorky, les Gogol, les Dostoïevski, pour pouvoir affûter ses armes d'écrivain. Et c'est parce qu'il a fait aussi un détour par la France, par les Espagnols, et ensuite pour venir chez les Africains, lire les auteurs africains, et c'est ainsi comment il a commencé à pouvoir écrire. Il a fait une présentation de son livre, Le garçon et son âne, en parlant de ces crises de valeurs que nous tous, nous savons, présentes dans notre société aujourd'hui. Mais ces crises de valeurs ne sont pas liées à la modernité, comme il le dit. C'est pas simplement nous avons tendance à consommer sans conscience et à imiter sans réfléchir. Et son livre montre que la montée du banditisme est simplement le signe d'une société en évolution et que ce banditisme-là est presque une réponse à nos défaillances. J'allais dire, comme disait l'acteur principal dans Gladiator, tes erreurs de jeunesse, ce sont mes défaillances de père. Je vais me tourner vers Oumar El Foutiou. Oumar, tu as l'habitude de puiser dans l'histoire pour nous proposer des suspens qui ressemblent fort à des romans policiers, mais qui ne le sont pas. Tu choisis cette intrigue-là pour développer à ta manière, à ta façon, ce que tu retiens de l'histoire, de notre histoire, de l'évolution de nos sociétés. Mais surtout, tu poses un regard avec acuité sur la société sénégalaise d'aujourd'hui. Et tu fouilles vraiment de fond en comble ces dérives qui sont là, qui nous guettent. Et quelque part, tu dis comme un écrivain averti, parce qu'ils sont éveillés ceux qui se sont réveillés très tôt et qui ont la capacité de dire aux autres, attention, ce chemin-là n'est pas le meilleur, il faut changer de comportement. Je te donne la parole pour nous en dire davantage. Merci beaucoup. C'est un grand prix du chef de l'État, au-delà d'être éditeur. Cela mérite de le souligner et répéter. Je le dis souvent, il parle de l'histoire, l'évocation par rapport à l'histoire implique aussi une prise de conscience en fait de ce que sont nos assises. Nos assises, c'est nos références. L'on a des références pour lesquelles
on ne nous rappelle pas suffisamment ce qu'ils ont fait dans notre formation. Dans ce Gotha qui est assis, l'on peut en citer certains. J'ai des relations particulières avec certains de ces références. Du point de vue symbolique, parce qu'il m'est arrivé que par un coup de chance, parce que c'est comme ça que je l'appelle, nous sommes tous des écrivains, nous sommes tous des êtres qui posons nos regards, ou bien notre regard sur la société, et il arrive que ce que l'on produit émeut ceux qui lisent. Donc on a des ressentis différents. Il arrive que lorsque je lis l'ouvrage de Seydi Sow, lorsque j'écoute la déclamation de Ndongo Mbaye, lorsque je suis devant une conférence d'Abdoulaye Racine Senghor, que j'ai eu l'habitude d'entendre depuis que je suis tout jeune dans l'administration sénégalaise, lorsqu'il était directeur de l'enseignement moyen général et qu'il me trouvait au niveau des CRD à Louga, à Thiès, pour déjà nous dire ce que devrait être et ce que serait donc le programme de l'éducation nationale. Donc c'est tout ce que je viens de citer, c'est des êtres devant lesquels j'ai eu un ressenti particulier, mais c'est des êtres aussi qui vont juger un travail, qui vont juger un comportement, qui vont juger une manière de parler, qui vont juger un processus psychologique qui va transparaître de ce que chacun d'entre nous dit ou fait. De sorte qu'il arrive que nos ressentis rencontrent nos ressentis de lecteurs, et c'est là où, en répondant à la première question de Seydi qui demande ce qui nous a amené à la lecture, mon collègue Sanokho parlait de la lecture. Effectivement, j'allais lui dire, Descartes dit « je pense, je suis ». J'aurais tout aussi bien pu dire, comme Sanokho l'a dit aussi, je lis, donc j'écris. Donc c'est important effectivement de souligner cette passerelle, donc de la lecture à l'écriture, mais de la lecture à ce symbolisme dont je parlais tout à l'heure. Le ressenti que l'on a par rapport à ce que l'un ou l'autre fait dépend en fait de notre trajectoire historique, dépend de nos sensibilités, de sorte que l'on peut être primé parce qu'on a rencontré le ressenti du jury. Et c'est là où je parle de chance. Abdoulaye Racine Senghor, c'est quelqu'un que j'ai suivi très jeune, que j'ai eu du plaisir à écouter, et dont le symbolisme traduit par un prix a rencontré ma démarche d'auteur. Ça, je pense qu'il y a du sacré dans l'écrit, et ça nous donne également cette inspiration de l'écrivain qui nous pousse à écrire. Donc il y a un symbolisme qui se lie à travers nos faits et gestes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là ensemble. Quand Sanokho parle, je me retrouve en ce qu'il dit. Mon père a été comme lui un autodidacte, enfant du Dara. Comme lui, je peux citer exactement les mêmes auteurs que j'ai cités lors de l'édition du Philip dans un panel, c'est exactement les mêmes références. Et comme lui, comme Idriss, madame qui va tout de suite prendre la parole, nous pouvons également parler donc, de cette dualité qui rencontre la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui. Cette dualité, cette complémentarité entre souveraineté et universalisme, c'est ce que également Senghor nous apprend lorsqu'il parle effectivement d'enracinement et d'ouverture. Donc il est toujours possible pour nous, qui sommes également des croyants, d'être dans le juste milieu. Qu'est-ce qu'il faut prendre de bon entre ce que l'autre nous apporte et qu'est-ce qu'il faut également valoriser dans ce que nous avons. Donc il faudrait effectivement essayer de voir dans quelle mesure donc, nous pouvons aller à la rencontre de l'autre dans ce banquet de l'universel, comme le dit Senghor, en apportant ce que nous avons de meilleur, mais également en reconnaissant et en prenant dans ces démarches d'humilité ce que l'autre nous apporte et qui peut nous bonifier. Et c'est ainsi que se construit le monde. Et je pense que ceux qui n'ont pas pris le chemin, donc, se mordront vraiment douloureusement le doigt. En tout cas, nous, ce chemin, nous l'avons découvert tard, mais nous l'avons quand même découvert. Et c'est important, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'aller à la rencontre des expériences des uns et des autres, d'écouter ce que les uns et les autres disent pour en tirer ce qui est le meilleur. L'utilisation du français, et je vais revenir à la question, je pense que, comme on le dit, plusieurs chemins mènent à Rome. L'utilisation du français, Kateb Yassine parlait de ce butin de guerre.
donc, que nous avons pris aux Français. Les Français nous ont colonisés en croyant nous déposséder de nos valeurs. Tout à l'heure, je pense que Sanogo l'a dit, nos valeurs sont là, elles sont restées. Nous avons effectivement l'invariant qui est là. Mais à côté de cet invariant, on prend également ce qui peut accompagner, ce qui peut enrichir, ce qui peut donner de l'éclat, ce qui peut également nous donner la possibilité d'être entendus, écoutés, donc plus loin, plus haut et plus fort. Je pense que ce qui nous a effectivement amené à nous référer à l'histoire, c'est justement ce besoin d'assises. Nous ne célébrons pas assez nos références. Donc nous devons célébrer nos références. Nous devons également savoir d'où nous venons, d'où nous partons, pour nous élever plus loin. Et dans notre histoire, justement, je rappelle ce que l'un de mes professeurs de français, M. Adramé Diakhaté, un homme d'honneur, nous a très tôt appris, à chaque fois qu'on prenait contact avec lui. Ce qu'il nous demandait, c'est quelles sont vos références. Ensuite, quelles sont vos références vivantes? Quelles sont vos références donc sénégalaises? Quelles sont vos références extérieures? Il le disait non pas par coquetterie pédagogique, mais pour nous apprendre également qu'il faut des assises, qu'il faut des fondements. Donc, dans une maison, si vous n'avez pas de bonne fondation, donc vous ne pouvez pas élever très loin. Donc, nos références à l'histoire procèdent effectivement de cela, mais cette histoire-là n'est pas statique. L'histoire est une dynamique sociale. L'histoire nous apprend ce qu'il faut tirer donc, de bon, mais également comment gérer donc, nos limites dans le passé pour nous projeter vers l'avenir. Et on a ce monde qui est ouvert, ce monde qui est fait d'apports fécondants, donc par rapport auquel également il va falloir, avec discernement, avec beaucoup de lucidité, essayer au travers des conseils que nous recevons des uns et des autres, parce que dans cette démarche d'humilité que constitue l'écriture, n'oublions pas que les auteurs ne le font pas, ou bien ne l'empruntent pas en solitaire. Cette démarche, elle s'accompagne de la présence de l'éditeur, de la présence de nos lecteurs qui nous donnent un ressenti, mais également de la présence de ceux qui supervisent notre plume, parce que pour autant l'on est familier aux mots que l'on utilise, on devient également des êtres qui ne voyons plus les fautes que nous traînons. Il est difficile de parler, parce que parler demande une certaine spontanéité, une construction immédiate, mais peut-être aussi qu'il est plus difficile quelquefois d'écrire de la manière avec laquelle nous parlons, parce que souvent on est également dans des modes de pensée qui nous amènent à démontrer, à construire des phrases longues. Et dans cette démarche d'écriture également, c'est une discipline que l'on s'impose. Et dans cette discipline que l'on s'impose, donc puisque l'on parle de l'histoire au présent et que ce présent est parsemé d'êtres qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous donnent également, en tout cas qui nous déblayent le terrain, il y a des êtres qui nous sont chers, qui sont nos relecteurs, qui nous aident également à parfaire ce que nous faisons, avec lesquels nous discutons, et c'est tout ce monde-là également qui constitue aussi bien l'histoire que le présent de notre ouvrage, que nous voudrons également laisser survivre dans le futur. Seydou, j'espère que j'ai apporté quelques petites réponses à cette grande question que nous a posée. Merci beaucoup pour la pertinence et l'élégance. Merci Omar. Merci. Omar qui nous dit que l'écrivain, il s'érige comme un enseignant de force. L'écrit est sacré, c'est vrai, mais s'il est sacré, c'est parce que nous devons valoriser ce que nous avons de plus fondamental afin de répondre, comme disait le grand poète Léopold Sédar Senghor, au banquet du donner et du recevoir, le banquet de l'universel. Il dit que le savoir d'où nous venons, permet de mieux nous éclairer nos chemins, mais il faut toujours des fondamentaux. Et c'est pourquoi il part puiser dans l'histoire, ce qui va constituer la trame de ses ouvrages. Il dit qu'il est difficile de parler, parce que parler demande de la spontanéité, mais c'est tout autant difficile aussi d'écrire, parce qu'écrire aussi, il y a aussi un canevas qu'il faut suivre pour se faire comprendre. Je vais m'adresser enfin à la dame. Je l'ai réservé pour terminer, parce qu'il y a de plus succulent dans la société, c'est la femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la femme est la gardienne de nos valeurs. Elle est la gardienne de nos valeurs
Et c'est toutes les deux religions qui nous apprennent, aussi bien la religion chrétienne comme la religion musulmane, qui nous apprennent que Dieu a pris une de nos côtes pour créer la femme. Et les gens se sont trompés sur cet aspect, en disant que si Dieu a choisi la côte, il n'a pas choisi l'humérus, il n'a pas choisi le fémur. S'il a choisi la côte, c'est parce que la côte a un aspect courbe, et c'est pourquoi la femme a un aspect courbe. Je dis que non, c'est faux, fondamentalement faux. Si Dieu a choisi la côte, c'est parce que la côte protège le cœur, la côte protège les poumons, la côte protège le foie, la côte protège les reins, la côte protège les organes nobles de la vie. Et c'est pourquoi Dieu a choisi cette côte-là pour créer la femme. C'est vous les gardiens des valeurs et vous êtes première éducatrice. Donc je donne la parole à Séni pour son intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sow. Et, je suis née à Joal, mais je suis la plus thiessoise des Joaliennes. Donc, juste pour montrer mon enthousiasme à venir participer à ce salon. Maintenant, pour répondre à la question pourquoi écrire, moi je dirais tout simplement que j'écris parce que j'ai beaucoup lu. Comme l'a dit nos prédécesseurs, quand on lit, on a tendance à écrire. Quand on lit, on a tendance à peut-être à avoir des idées. Et quand on lit aussi, on a tendance à être un peu introverti, être beaucoup plus à l'aise pour coucher les idées sur du papier que de s'exprimer devant les gens. Donc moi, c'est ce qui m'a poussé à écrire, mais également écrire de la poésie à Joal quand même, c'est beaucoup plus facile. Vous savez pourquoi? Parce que notre président poète est de Joal. Moi, j'ai la chance de partager le royaume d'enfance avec le président poète Léopold Sédar Senghor. Donc, j'ai été bercée très tôt par la poésie de Senghor. Donc, j'ai eu cette facilité-là à écrire de la poésie. Maintenant, pour venir à mon recueil, j'avoue que j'ai toujours écrit, mais me faire éditer n'était pas dans mes perspectives. Là, c'est mon éditeur. Donc, il a fallu plus de 20 ans ou 25 ans que j'accepte de donner mon manuscrit. Parce que je considérais ce que j'écrivais trop intime. Je prenais l'écriture comme une échappatoire, comme un refuge. Donc j'exprimais tout ce que me passait par la tête, je l'écrivais. Mais quand même, l'écriture a aujourd'hui ce charme de nous protéger du regard des autres. Parce que quand on ne partage pas ses écrits, quand on a peur du jugement, on garde ce qu'on écrit. Et parfois, on peut écrire des choses très intimes qu'on n'a pas envie que les autres lisent, pour ne pas nous dévoiler. Donc, j'étais dans cette situation-là. Il a fallu que des écrivaines voient mes tapisseries et qu'ils me forcent, entre guillemets, à me faire éditer. Et j'avoue que je ne le regrette pas, parce que Éclosion est là. Il a été sacré finaliste, bon, pas sacré, mais il a été nominé finaliste du prix national Cénacle des jeunes écrivains. Et c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je le dis. Je suis en face de moi le professeur Abdoulaye Racine Senghor, qui a eu la gentillesse de me faire la préface. Donc moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de lire. C'est de lire, parce qu'on ne peut pas écrire sans pouvoir être un grand lecteur. Tous les grands lecteurs deviennent, pour la plupart, des écrivains. Et pour aborder la question par rapport aux langues nationales, moi je suis toujours heureuse quand je lis un poème de Senghor et que je retrouve un mot en sérère ou en wolof. Parce que je pense qu'on est décomplexé maintenant. Senghor nous a décomplexés, des hommes comme lui nous ont décomplexés. Mais quand même, pour parler des langues nationales aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on essaie d'intégrer l'étude des langues nationales ou l'enseignement au niveau du curricula sénégalais. Moi-même, je ne peux pas écrire en wolof. Il m'est arrivé d'écrire un haïku en wolof que j'ai envoyé à un ami qui me l'a corrigé en wolof. Mais quand même, je ne peux pas écrire en wolof parce que je ne connais pas l'alphabet wolof. Et je pense que nous autres écrivains, on doit se battre pour pouvoir avoir cette facilité-là à écrire aussi bien en français qu'en wolof. Et j'ai écrit un haïku qui dit, je cite,
samay jëf yu baax ñooy sama wéeruwaay ci sama dund. Et je crois que c'est beaucoup plus impactant quand on fait de la poésie en wolof. Parce que la poésie en français, c'est réservé à une certaine, je ne dirais pas élite, mais c'est réservé aux autres qui ont fait l'école française. Et ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont fait l'école française. On est d'accord? Donc il faut qu'on essaie davantage, peut-être de l'intégrer, de donner aux élèves cette facilité-là, d'écrire à autant de langues qu'ils voudraient écrire. C'est important. Donc moi, c'est les seuls points que je voulais aborder, M. Sow, pour l'instant. Et merci beaucoup. Également, je voudrais préciser que c'est Seydou Sow, avec les éditions Salamata, qui ont édité Éclosion. Merci beaucoup. Je vais rester encore avec toi, Madame Seyni. Parce que j'ai toujours été une fille qui aimait lire, mais qui n'a jamais eu de bibliothèque chez elle. Donc je faisais presque 2 kilomètres pour aller au CLAC, au Centre de lecture d'animation culturelle de Joal, emprunter un livre, payer 150 et revenir à la maison. J'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir des livres, pour pouvoir lire. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est la lecture, moi, qui m'a fait ce que je suis maintenant. J'ai eu mon bac. En première année à l'université, j'ai été admise au concours de l'ENA. Je n'ai même pas fait 1 an à l'université. Et si j'ai ce potentiel-là, je ne le dirais pas comme ça. Peut-être c'est une chance, mais quand même, c'est la lecture qui m'a permis de le faire. Aujourd'hui, je suis d'une femme, chef du bureau des ressources humaines de la Cour des comptes, et tout ça, c'est grâce à la lecture. Moi, la lecture, c'est la lecture qui a fait que je suis une femme aujourd'hui qui est là devant vous. Donc, moi, je vous conseille de lire. Il faut lire. Il faut lire. Moi, je crois que quand on lit, on a beaucoup trop d'informations. Moi, j'étais dans des discussions. Parfois, je disais des choses que même mes camarades ne comprenaient pas. Parce que j'avais accès à ces informations-là grâce aux livres. Donc, tout le conseil que je peux donner aux filles qui sont là, c'est de lire. Merci beaucoup. Aux garçons aussi. Alassane Cissé. C'est nous ramène à la... Vous avez parlé tout à l'heure de Nelson Mandela. Je crois que je vais rebondir sur ça. Nelson Mandela disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » C'est ça que j'ai exprimé dans mon recueil de poésie, la liberté. Mon recueil de poésie vise la société que nous vivons aujourd'hui, une société malade, une société paralysée. Face à l'injustice, la corruption, la violence faite aux femmes, l'immigration et toutes sortes de violences, nous ne devons pas fermer nos yeux, nos bouches, etc. Nous devons parler. Et je crois que la jeunesse est un cadeau de la nature. J'avais parlé au début que je fais partie d'une génération qui a appris à survivre avant d'apprendre à vivre, parce que la liberté est bafouée. Ce que je dirais à cette jeunesse, battez-vous, exprimez-vous, rêvez. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, je vais me retrouver ici, et pourtant je suis là, avec des grands baobabs de la littérature africaine. C'est déjà un rêve pour moi réalisé. Donc, battez-vous et réalisez vos rêves. Vous avez des potentiels, et avant qu'on le fasse, tout est impossible. Pour finir, je vais remercier l'édition Fadiey et mon éditeur Mandiaï Kamara, qui est aussi mon préfacier. C'est lui qui a préfacé ce livre. Si j'ai osé envoyer mon texte à l'édition Fadiey, ce n'est pas parce que je voyais du potentiel en moi, mais j'avais un rêve. Et après avoir osé, c'est cela que j'ai su que mon rêve mérite de voir le jour. Donc, chers jeunes, vous avez des rêves, osez, sortez dans vos zones de confort parce que le monde, l'humanité a besoin de vous. Je vous remercie. Cheikh Anta disait qu'il faut s'armer des sciences jusqu'aux dents. Lamine, Sanakho. N'est-ce pas? Bon, je vais au-delà de Cheikh Anta.
le Seigneur des univers en personne, quand il a envoyé son messager, il lui a dit « Iqra ». Donc, c'est Dieu lui-même qui conseille à l'humanité d'apprendre. Seulement, il y a un paradoxe aujourd'hui. Nous sommes à l'ère numérique. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et il y a quelque chose qui m'effraie un peu par rapport à cette jeunesse. Beaucoup ont tendance à se servir de l'intelligence artificielle et le pousser à créer à leur place. Et ça, il y a un certain traumatisme par rapport à la création. Donc, le conseil que je vous donne en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, certes, il faut vivre avec son époque, il faut vivre avec son temps. ChatGPT et tout ce que vous voulez, ce sont des outils qui sont utiles, hein, parce que ça peut nous aider à faire des recherches, etc., etc. Cependant, ne confondons pas production littéraire et création littéraire. Disons que là où l'intelligence artificielle assemble, hein, mais ne crée pas. La création, c'est une expérience humaine. Donc, il faut faire la différence entre la production littéraire et la création littéraire. Or, de nos jours, plusieurs jeunes ont tendance à utiliser l'IA pour faire rapidement leur texte et y coller un nom d'auteur. Et là, c'est à partir de là que j'attire votre attention. Faites très attention par rapport à la création, qui est une expérience humaine et non l'œuvre de la machine. Voilà, merci. C'est vrai, l'IA est un outil. Parler en dernier, c'est que l'on ne fait que résumer ce que les autres ont dit. Nous savons des sociétés humaines qui sont des sociétés de grégarité. Donc nous sommes aussi bien des êtres psychologiques que des êtres sociologiques, puisque nous vivons dans des environnements. Des environnements constitués d'individus de manière de s'organiser que l'on peut comprendre, que l'on peut ne pas également bien apprécier. Donc le livre, à cet effet, nous permet, en tout cas lorsqu'on est dans la démarche de lecture, de connaître les manières de penser des individus dans leur société. Nous l'avons dit tout à l'heure, que l'on soit au Sénégal, au Mali ou bien en Sibérie, l'humanité a évolué dans l'histoire. Et je rappelle le mot de Thucydide qui dit que l'histoire est un éternel recommencement. Donc ça veut dire que les mêmes faits, peut-être matinés de nouveautés, mais gardant peut-être toujours une certaine permanence, vont se renouveler. Des modes de pensée vont s'imbriquer à ces faits pour leur apporter peut-être des solutions. Il faut connaître ce qui a été fait pour pouvoir donc réellement agir. Il faut comprendre comment les uns et les autres agissent, puisqu'on est dans des environnements où l'on n'est pas seul. C'est là où le mot de Victor a également son sens. Le livre est un ami sûr. Donc il faut profiter justement de la compagnie de cet ami sûr pour pouvoir réellement s'enrichir des connaissances extérieures qui viennent également donc simplement pour en tout cas notre part, et c'est ce que nous avons essayé de faire à chaque fois, donc réinterroger ce que nous savons déjà, ce que nous croyons savoir, mais également discuter avec l'autre qui n'est pas là, mais avec lequel nous nous enfermons dans nos chambres, quelquefois avec lequel nous discutons dans ce genre de fora, pour construire ce monde sûr. Il m'est arrivé dans le passé, ici même à Thiès, où j'ai servi, de discuter avec mon ancien professeur d'histoire qui a fini principal d'un CEM. Je lui ai demandé, mais monsieur Sam, comment trouvez-vous le niveau donc des élèves d'aujourd'hui? Il me dit, vous savez ce qui m'est arrivé, Omar? Un jour, je discutais avec un professeur, il m'a rapporté un fait. Il dicte une leçon, soit un type ASC. Un type ASC en sciences, c'est le type dans lequel l'on effectue les épreuves de laboratoire. Et l'un de ses élèves avait écrit, et je pense que ce n'était pas le seul,
soit un type ASC, Association sportive et culturelle. Donc tomber si bas, en tout cas, ne relève en fait que de défaillance dans cette démarche de connaissance qui pousse quelquefois les uns et les autres à ne pas suffisamment lire. Lisez beaucoup, capitalisez et ne faites pas de fixation par rapport aux filières. Moi, je suis de ceux qui pensent que les filières littéraires, les filières scientifiques ne sont que des constructions de l'esprit. C'est nous qui devons évoluer. Un élève qui fait une série L devrait pouvoir, s'il le veut, s'il en a la volonté et la capacité qu'il va éprouver au fil du temps, emboucher la trompette de la médecine pour apporter cette humanité qui dort en lui et qu'il veut réveiller. Un élève peut, tel que ceux qui sont à Hollywood ou ailleurs, de série L, avec son imagination, être avec les informaticiens, les mathématiciens, construire ce monde du futur que l'imagination nous aide auquel l'imagination nous aide à accéder. Voilà, Seydi, une petite réponse par rapport à cette grande question, encore une fois. Merci. Comme je le dis. Avant de passer la parole... Et à l'université de Bombay. Donc je sais ce que je lui dois en termes d'audience. Parce qu'un ouvrage qui figure dans une bibliothèque, connaissant sa générosité, et tout de suite nous en avons parlé avant, donc déjà, ça n'a pas de prix. Et Fama Diagne, comme on dit, c'est pourquoi je parlais de notre tradition, Teranga Mokoy Faye, je suis venu avec mon épouse, j'ai visité les stands, aussitôt elle a offert un ouvrage à mon épouse. Mais quoi de plus normal que en retour de lui offrir un pan de mon écrit. Et ce qui me fait de la publicité gratuite également, hein, parce que je vous offre cet ouvrage, vous allez forcément en parler. Vous allez vous dire, il est bien, alors que peut-être même qu'il n'est pas bien. Mais alhamdoulilah, c'est déjà une publicité aussi que je me fais, mais c'est sa générosité qui lui revient, comme on le dit chez nous. Égypte, effectivement, Éthiopie, ça nous parle. L'Égypte, en tant que vraiment, comme le dit Cheikh Anta, c'est nos racines. Nous sommes partis d'Égypte, nous sommes venus au Sénégal, donc nous nous sommes installés au Sénégal, tous, autant que nous sommes. L'Éthiopie, c'est également une nation qui nous rend fiers. La première nation, l'une des premières chrétiennes, très puissante, très fière d'elle-même, parce qu'elle sait ce qu'est son histoire, qu'elle préserve jusqu'à présent. L'Égypte et l'Éthiopie sont des rivaux. Donc, même si je n'étais pas parti en Égypte ou en Éthiopie, ce que j'ai eu la chance de faire, donc l'actualité m'imposait d'écrire sur le barrage de la grande renaissance africaine, qui est un élément structurant qui empêche, en tout cas, ces deux pays de retrouver la paix. Mais je suis parti en Égypte, je suis parti en Éthiopie, et il y a des éléments, c'est avec le cœur que je l'écris, quelquefois c'est des éléments presque tachés de sang. Lorsque les Égyptiens se font appeler les Orientaux et nous appellent les Africains. Donc il y a certaines péripéties également que nous avons vécues en Éthiopie. C'est des éléments que nous avons mis dans l'ouvrage parce que simplement on est entre réalité et fiction. Je vais m'en arrêter là puisqu'on nous a limité à 5 minutes et que je suis en 4 minutes 59 secondes, je pense. Donc je m'en arrête là en donnant la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci Oumar Foutiou. Je vais passer le micro. Bien, Femme, merci. Bon, en effet, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était dans le cadre du bon journalisme. Vous venez juste de publier votre livre qui vous a valu le grand prix du chef de l'État. Vous m'avez accordé une interview bon, pour en faire un papier, quoi. Eh bien, vous savez, bon, souvent, ceux qui ont appris à écrire, ou en tout cas ceux qui ont eu bon, l'aubaine d'être des littéraires, ont toujours prêté le plume au journalisme. Hein. En fait, grâce au don de l'écriture, bon, j'ai été partout hein, bon, dans le journalisme, mais à condition qu'on édite, à condition qu'on édite pratiquement bon, toutes les nouvelles que je bon, produisais à la page culture. Hein. Bon, c'était la seule condition qui m'a mené au journalisme. Quand je venais en tant que pigiste, je dis que d'accord, je peux bien faire pour vous quelques reportages, mais à condition que vous accordiez à votre page culture la publication de mes nouvelles. Ainsi, Le Soleil a été le premier à bon, m'avoir édité hein, en 89 dans ses pages bon, loisirs. Bon, c'est par la suite bon, que j'ai eu à prêter ma plume
à certains organes de presse. Bon, peut-être il faudrait préciser qu'il y a une très grande différence entre l'écriture journalistique et l'écriture et ce qu'on appelle, disons, un narratif littéraire, hein. Que ce soit le conte, que ce soit la dramaturgie avec le théâtre ou bien le roman. Hein. Parce que quand on fait un reportage, on est obligé de donner une information exacte. Hein. C'est par rapport à l'actualité, quoi. Soit on est dans un desk société ou desk politique ou desk économique. Et je prends comme illustration un grand écrivain très célèbre que tout le monde connaît qui s'appelle Lucien Bodard, qui fut un très grand journaliste. Mais on peut faire la comparaison entre ces articles et ces œuvres littéraires. Et peut-être avant de rendre le micro, il y a quelqu'un qui demandait quel est l'élément déclencheur pour écrire. Là peut-être que l'écrivain va un peu trahir ses petites intimités. Vous dites que vous avez beaucoup lu, mais que vous tardez à écrire. Alors là, si on fouille au fond, je crois que tous les bons auteurs qui sont présents ne me démentiront pas. L'écriture a un autre versant mystique. Il faudrait d'abord subir des chocs émotionnels. Il faut une certaine déchirure dans sa chair et dans son âme pour effectivement faire de sa plume un moyen d'expression. Je pense que monsieur, peut-être que vous n'avez pas peut-être osé, après avoir lu, après avoir beaucoup lu, peut-être que vous n'avez pas subi ce choc émotionnel qui vous a poussé à l'écriture. Voilà, merci. Avec mes excuses, je vais donner la parole. Merci à la charmante dame pour la question. Vous savez, chaque grand parcours commence par un pas incertain. J'ai publié mon premier recueil de poésie en langue locale parce que j'avais un rêve et j'étais inspiré. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'auteur qui a préfacé mon premier recueil, c'est le premier auteur comorien qui a écrit un livre en langue locale. C'est un docteur en chimie. Donc, j'ai écrit mon livre pour deux raisons. Parce que j'étais inspiré par des choses que je voulais relater en langue locale surtout. Il y a aussi des secrets qu'on ne peut pas divulguer à autre langue. Et aussi, j'avais l'idée qu'un jour, la langue comorienne soit connue partout. C'était mon combat. Donc, pour revenir sur la question, j'ai vendu beaucoup des exemplaires parce qu'il y a une structure qui s'appelle ORLC, Outils et Recherche pour l'exploitation de la langue comorienne, que d'ailleurs, ce sont eux qui ont sponsorisé la publication de mon recueil. Donc il y a aussi mon édition qui s'appelle Édition Selacante, qui est en France, c'est une maison d'édition comorienne. Ils ont aussi fait la promotion. Donc comme je suis jeune, un peu malin aussi, j'ai dirigé une structure qui s'appelle Mouvement des jeunes poètes. Donc je les ai obligés à acheter mon livre pour qu'on fasse quelques ateliers et aussi échanger. Actuellement au Sénégal, je dirige un collectif qui s'appelle Scénar de la Lune, un collectif qui regroupe des slameurs, des chanteurs, des auteurs comoriens. Donc nous sommes aussi sur la promotion de notre langue et la promotion de la culture africaine, particulièrement celle des Comores. Donc ils ont acheté le livre, ils ont fait aussi la promotion. Et ce que j'ai gagné, à part l'achat ou la vente des livres, c'est que j'ai inspiré beaucoup de jeunes comme moi à écrire en langue nationale. Actuellement, je peux compter plus de 10 jeunes auteurs qui se sont inspirés de moi parce que je me suis inspiré des aînés à écrire en langue locale. Il y a pas mal de structures comoriennes qui se battent pour faire connaître notre langue et à travers eux, le livre, la vente des livres passe très bien et nous espérons que la langue comorienne soit inscrite dans l'enseignement comorien. Je vous remercie.
Merci beaucoup à l'intervention de M. El Hadji Malick Cissé, qui est notre chargé de communication. Monsieur Cissé, si vous dites qu'il y a en plus, au-delà de la lecture, moi je vous dis que vous n'êtes pas sorti aussi de cette histoire-là. Moi j'ai lu, j'écris des poèmes, vous avez lu et vous êtes journaliste. Vous êtes toujours dans la rédaction. Et un journaliste qui est un lecteur a beaucoup plus de facilité de rédiger un article. Ça, cette différence-là, ça se sent. Donc, vous n'êtes pas également, peut-être que vous ne voulez pas faire de la poésie ou ça ne vous parle pas, mais vous êtes toujours dans le domaine de la rédaction. Et pour répondre à votre question, comment allier cette charge du travail avec l'écriture? Moi, je dirais que la poésie est en moi. C'est une passion, donc ça ne me prend pas de temps de faire de la poésie ou d'écrire de la poésie. J'ai sorti mon recueil et peut-être mes enfants ne m'ont jamais vu m'asseoir pour écrire un poème. Parce qu'à chaque fois que j'ai l'inspiration, j'écris quelque chose. Je l'écris avec mon téléphone, avec ma machine. Ce n'est pas une activité qui est là, qui est visible, qui nous prend du temps. Non. Mais quand même, juste pour dire que c'est une passion, et quand on s'adonne à une passion, quand même, on n'est pas fatigué. Moi, je suis plus à l'aise aujourd'hui de venir vous parler de littérature que de m'asseoir au bureau parler de ressources humaines toute la journée. Donc, juste pour dire, toute cette passion et toute la beauté de la littérature. Et heureusement que j'ai pu rejoindre ce que Tata Anne me disait. Tu as couru, tu ne voulais pas, mais finalement, la littérature est parvenue à te rattraper. Elle m'a rattrapé et c'est vraiment avec beaucoup de fierté que j'entre dans ce monde si merveilleux de la littérature. Donc, merci beaucoup. D'accord. Lui, il a parfaitement raison. Lui, il fait partie des gens qui m'ont fait aimer la lecture. Il m'a toujours refilé des romans. Même si vous avez vu l'écart d'âge qu'il y a entre lui et moi. Donc, il m'a toujours refilé des romans. Il m'a fait aimer la lecture. Il a toujours lu mes poèmes. Il a toujours lu mes dissertations. Il était à Ziguinchor, j'étais à Joal. Je gardais toutes les dissertations de l'année, les copies des maniements de la langue, à chaque fois qu'il venait. Et il était prof d'anglais, il n'était même pas prof de français. Ils sont deux profs d'anglais. Et c'est eux qui m'ont vraiment épaulé dans cet amour que j'ai de la littérature. Ils m'ont toujours lu, ils m'ont toujours apprécié. Et même Éclosion, ça a été une fierté. Et ça a été vraiment le fruit de l'effort qu'ils ont fait par rapport à ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, Seigneur Cheikh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et il a parfaitement raison quand il dit que le niveau de français a baissé. Parce que lui, le français qu'il parle, moi, je ne peux pas le parler. C'est clair. Il a de ces mots que je ne comprends même pas, alors qu'il est prof d'anglais. Donc, pour dire que quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts, comme il l'a dit, aussi bien au niveau des autorités qu'au niveau des parents et qu'au niveau des élèves. Et que peut-être les enseignants en français aussi s'adonnent à une passion, que l'enseignement soit une passion et qu'il ne soit pas une alternative. Parce que quand on fait une chose avec passion quand même, on se donne corps et âme. Et ça, c'est ce qui sera peut-être bénéfique pour les enfants. Quand ils voient un enseignant ou un prof de français qui a même la paresse de lire un poème, ça pose problème. Moi, mes profs de français m'ont toujours inscrit dans des concours de poésie. Toujours. Ils me connaissaient. À chaque fois que je passais une classe, ils disaient « Est-ce que le prof de français te connaît ?» Quand je dis non, il m'amène jusque pour me présenter au prof. Il lui dit « Oui, elle est brillante en français. Donc il faut l'épauler. » Et je crois que est-ce que cette pratique-là, est-ce que ça se perpétue? Je ne sais pas. En tout cas, le niveau de français a baissé. Les élèves ne lisent plus et ça pose problème. Merci beaucoup. Idriss, est-ce qu'au Comores, le niveau de français est en baisse? Je dirais oui, le niveau de français a baissé aux Comores parce que il y a toujours dans les pays francophones, il y a toujours la manque d'intégration des jeunes sur la lecture. Les jeunes ne lisent pas et
Malheureusement, ce sont les structures françaises, comme par exemple l'Alliance française, qui souhaitent insérer les jeunes à la lecture et les ateliers d'écriture et tout ce qui va avec, mais il n'y a pas réellement des initiatives initiées par le gouvernement que chaque jeune ou bien chaque élève doit forcément lire ou bien doit forcément écrire. Donc je pense que pour remédier à cela, il fallait que le gouvernement ou bien les écoles prennent leurs responsabilités pour initier les jeunes à la lecture. Merci. Santogo, pour la question. Quelle question? S'il vous plaît. Oui, c'est fini. Oui, pour quelle question? C'est forcément que le niveau baisse parce que tout simplement, bon, les élèves ne lisent plus. Bon, ensuite, avec l'avènement du numérique, je crois que les nouvelles générations ont tendance à se concentrer sur le web sans avoir des prérequis. Bon, souvent, et puis aussi, il faudrait dire que la lecture, c'est d'abord une initiation. Il faut s'y habituer. Quand on n'est pas habitué à lire, on ne peut pas pactiser longtemps avec un bouquin. Donc, c'est une question d'initiation. Et aujourd'hui, avec le numérique, je crois que les nouvelles générations ont tendance à passer complètement à côté du livre, quoi. Et cela transparaît dans leur parler. Hein. Donc, disons que le niveau a sérieusement baissé. Oui. Les manières d'amener les jeunes à l'appétence, en tout cas à la lecture, c'est juste ça, essayer de diversifier. Parce que moi-même, quand je juge le français châtié, en tout cas dans lequel mon père s'exprime, qui est un autodidacte, quand je juge ses référents même juridiques, mon père il parle un meilleur français que moi, il connaît mieux les arcanes du droit que moi, alors que moi j'ai fait un cursus classique et lui il a été un enfant du Dara autodidacte. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui tiennent de génération, peut-être qu'il y avait plus de sérieux avant, il faut qu'on nous ramène vers ça, mais de façon pédagogique, il faut qu'on essaie de voir le meilleur de la modernité pour qu'on voit comment également du point de vue pédagogique améliorer nos processus d'acquisition. Il faut également qu'on nous fasse confiance. En tout cas, donc quand je dis nous, c'est la société. Donc les jeunes, on doit leur faire plus confiance, leur laisser également faire leurs erreurs. Donc c'est important de ne pas plonger les gens en tout cas dans le complexe, de sorte qu'ils ont toujours peur de faire des erreurs, ils veulent être parfaits. Je pense que je vais m'en arrêter là. C'est juste quelques pistes et ce ne sont pas les seuls. Merci. Merci. Il y a ce que nous voulons que les gens comprennent, que la plupart des grands écrivains africains n'étaient pas des littéraires forcément. Donc un scientifique peut exceller dans le domaine de la littérature. Et deuxièmement, je ne crois pas que le professeur Racine Senghor, qui est professeur de lettres, quand il se met au volant de sa voiture, je ne crois pas qu'il fasse de la littérature. Je pense qu'il fait des mathématiques, il calcule la distance qu'il y a entre sa voiture et la voiture qui est devant pour ne pas aller à la catastrophe. Voilà. Je remercie tout le monde. Merci Seydi. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous revoilà pour terminer en beauté et aussi vous remercier d'avoir été là et d'avoir partagé avec nous ce programme, ce moment spécial. Vraiment, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'idée qu'on a employée pour aujourd'hui. Parce que c'était pour 3 jours, le 23, 24 et le 25. Mais aujourd'hui, parole d'auteur, on a beaucoup appris à travers cela parce que les écrivains nous ont inspirés à travers leur parcours, leur façon d'écrire. Et j'espère aussi que c'est pareil pour vous. Donc on vous dit à bientôt et vraiment merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, à mon cadreur Manik Babou et pour une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.